Les États-Unis ont récemment utilisé leur nouvelle bombe anti-bunker de 2270 kg sur les grottes fortifiées abritant des missiles anti-navires en Iran. Le résultat ? Une destruction totale, le chaos et la terreur. Il ne s'agissait pas de simples cibles cachées, mais du cœur de la marine de terreur du Mullah, les rouages cachés menaçant l'acheminement de près d'un cinquième du pétrole mondial. Ceci a été un nouveau jalon dans une guerre où l'Amérique était restée à l'offensive. Alors qu'elle mène une campagne synchronisée utilisant des armes inédites, des bombardiers furtifs B-2 des B-1 et des B-52 pour des bombardements massifs, les effets sur l'armée iranienne sont dévastateurs. Il y a tellement de choses à couvrir concernant ces développements, mais d'abord, parlons des nouvelles bombes anti-bunker et de la façon dont elles viennent tout juste d'être utilisées. Tout a commencé il y a quelques nuits, le 17 mars. Des avions américains se sont approchés de la côte sud de l'Iran et ont largué une vague de bombes anti-bunker de 5000 livres. Les cibles n'étaient pas choisies au hasard. Les bombes visaient des installations souterraines près du détroit d'Ormuz, où l'Iran cachait des missiles de croisière anti-navires. Ces sites avaient une raison d'être. L'Iran les avait installés pour menacer tout pétrolier traversant le détroit. Des mines étaient aussi posées dans des voies clés par de petites vedettes envoyées patrouiller et harceler les navires. Progressivement, la pression a augmenté jusqu'à l'arrêt total du trafic dans le détroit, provoquant un impact mondial. Ce bras de mer étroit transporte près de 20 millions de barils de pétrole chaque jour. Quand les navires s'arrêtent, le choc se propage vite. Les marchés pétroliers ont réagi immédiatement, faisant grimper les prix au-dessus de 110 $ le baril en quelques jours, avec des répercussions bien au-delà du secteur de l'énergie. Le coût a commencé à se faire sentir partout, des prix du carburant plus élevés à la pompe au vol plus cher, et à la hausse du prix des courses. C'est quelque chose que beaucoup d'entre vous connaissent probablement. Ainsi, les États-Unis ont attaqué ces cibles iraniennes. Les bombes qui ont fait le travail s'appellent les GBU-72 et elles représentent une grande avancée par rapport à ce que l'armée utilisait auparavant. Chacune pèse environ 2300 kg. Mais il ne s'agit pas seulement de la taille. La majeure partie de ce poids provient d'une ogive en acier épais, appelée BLU 138. Cette enveloppe est conçue pour être très résistante, et ce n'est pas sans raison. Elle doit survivre à l'impact, garder sa forme et continuer à avancer au lieu de se briser. À l'intérieur de cette coque, c'est là que les choses deviennent sérieuses. La bombe transporte plus de 450 kg d'explosifs puissants, un mélange de PBXN 109 et de AFX 757. Ces explosifs restent stables pendant la chute et l'impact, puis libèrent toute leur énergie d'un coup au moment voulu. Ainsi, la bombe ne frappe pas seulement fort, elle frappe intelligemment, en réservant toute sa puissance pour le moment précis où elle peut causer le plus de dégâts. Ensuite, il y a le système de guidage, qui rend tout cela si précis. À l'arrière, le JDAM utilise le GPS et sa navigation interne pour guider la bombe vers la cible. Il ajuste sa trajectoire pendant la descente, même si les conditions sont imparfaites. Ainsi, ces bombes peuvent tomber à quelques mètres de la cible. Ce n'est pas juste une force larguée du ciel, mais une action contrôlée, précise et délibérée. Cette arme se distingue par sa capacité à pénétrer profondément avant d'exploser. Elle est larguée de haut. La gravité l'accélère jusqu'à toucher le sol avec une force énorme, comme un train à grande vitesse percutant de l'acier. Cette vitesse, combinée à son nez renforcé, lui permet de traverser plus de 45 mètres de terre compactée, ou environ 4,5 mètres de béton armé épais. Mais le véritable avantage vient de ce qui se passe ensuite. À l'intérieur de la bombe se trouve une fusée intelligente qui détecte la résistance autour d'elle pendant qu'elle traverse des couches de terre, de roches et de béton. Au lieu d'exploser à l'impact, elle attend. Elle continue de s'enfoncer plus profondément jusqu'à atteindre le bon endroit, puis déclenche l'explosion exactement au moment où elle peut causer le plus de dégâts. L'explosion, profondément enfouie, fait traverser les ondes de choc dans les tunnels, effondre les chambres et écrase tout de l'intérieur. Et lorsqu'elles sont utilisées, le sol ne fait pas que se fissurer. Il bouge. C'est ce qui les rend si efficaces contre les cibles iraniennes renforcées. Les systèmes de missiles iraniens ont été conçus pour rester cachés dans de longs tunnels souterrains, protégés par des couches de béton et de roches jusqu'à ce qu'ils soient prêts à tirer. Cette arme transforme cet avantage en faiblesse, détruisant ces espaces cachés où ils étaient censés survivre. La GBU-72 peut sembler sortie de nulle part, mais ce n'est pas le cas. Cette arme, développée depuis quelques années, est testée dès 2021, lorsque l'armée a largué des versions initiales depuis des F-15 Strike Eagle sur des champs de tir aux États-Unis, faisait alors l'objet de vérifications basiques. Frappe-t-elle avec précision? Peut-elle pénétrer aussi profondément que prévu en conditions réelles? Après des premiers tests prometteurs, en 2024, des essais sur des B1 ont débuté, changeant un peu la donne.
Les ingénieurs ont même dû trouver comment transporter certaines de ces bombes sur des supports externes sous les ailes. C'est plus important qu'il n'y paraît, car cela signifie qu'un bombardier peut en transporter plus d'une lors d'une mission. Plus de bombes et de cibles touchées simultanément, accentuant la pression sur les souterrains. Là, ça devient vraiment intéressant. La GBU 72 s'appuie sur des armes plus anciennes comme la GBU 28 des années 1990, mais elle va encore plus loin. Elle pénètre plus profondément et frappe plus fort. Le corps résiste mieux et peut survivre à l'impact pour continuer à s'enfoncer. La fusée attend que la bombe soit bien placée avant d'exploser. En combinant ces éléments, chaque frappe inflige plus de dégâts sous terre et comble une lacune. Elle se situe juste entre l'ancienne GBU 28 et l'énorme bunker buster de 30 000 livres utilisé par les bombardiers B2 pour les sites les plus lourdement protégés. Pour les cibles les plus profondes sous les montagnes, les États-Unis ont utilisé leur plus grande arme conventionnelle. Le bombardier furtif B2 Spirit transporte le Massive Ordnance Penetrator, ou MOP, une bombe impressionnante de 30 000 livres et le plus grand bunker buster conventionnel jamais construit. Ce n'est pas une arme ordinaire, conçue pour réaliser l'impossible. Elle atteint des forteresses profondément enfouies, traversant plus de 60 mètres de terre et béton armé avant d'exploser. Le largage de ces MOP sur les complexes de missiles les plus fortifiés et des installations nucléaires présumées en Iran a eu des conséquences catastrophiques. Des complexes entiers jugés invulnérables par Téhéran se sont effondrés. Des centres de commandement cachés dans les montagnes sont devenus inopérants. Des dépôts de stockage et des centres de production qui avaient été mis des décennies à être construits ont été anéantis en quelques secondes. L'usage du MOP a marqué un nouveau degré d'escalade dans la campagne. Cela montrait clairement que les États-Unis misaient non seulement sur les nouvelles bombes anti-bunker GBU 72 de 5000 livres, mais étaient aussi prêts à utiliser leurs bombes conventionnelles les plus puissantes contre les cibles les plus difficiles. La combinaison de ces armes a anéanti les illusions de sécurité de l'Iran sous terre. Aucun bunker n'est trop profond, aucun arsenal n'est trop bien caché, et aucune menace n'est hors de portée. La MOP n'a pas seulement détruit des bâtiments et tunnels, elle a aussi brisé le sentiment d'invincibilité de Téhéran, révélant la vulnérabilité de ses sites les plus fortifiés. Avec les menaces profondes éliminées par la MOP au début de la campagne, la GBU 72 a pris le relais pour l'échelon suivant, d'où sa présence lors des frappes du 17 mars. Les cibles étaient des batteries de missiles dotées de systèmes tels que le Khalij-Far et le Nur, des armes redoutables. Il peut traverser le détroit d'Ormuz et attaquer des pétroliers à des dizaines de kilomètres, souvent avant que les équipages ne s'en rendent compte. Tant que ces systèmes étaient actifs, la navigation dans le détroit restait dangereuse. Quand ces sites souterrains ont été détruits, la situation a changé. Sans ces positions cachées, les missiles perdent leur avantage et le risque pour les navires baisse. C'est une étape clé pour rétablir la circulation dans l'une des voies maritimes majeures du monde. À mesure que le flux se rétablit, la pression sur les prix du pétrole diminue, réduisant ainsi les dépenses du quotidien, comme le carburant et l'alimentation. Ces frappes côtières faisaient partie d'une vaste campagne aérienne qui dure depuis des semaines. Son efficacité tient à l'utilisation combinée par les États-Unis de leurs 3 bombardiers à long rayon d'action, le B2, le B1 et le B52. Chacun a un rôle, et ensemble, cela forme un cycle continu de pression. L'Iran est frappé, tente de se rétablir, puis subit une nouvelle attaque avant de pouvoir se regrouper. Cela débute souvent avec le B2 Spirit, le bombardier furtif conçu pour franchir les défenses sans être repéré. Sa forme dévie les radars et sa surface absorbe les signaux, lui permettant de traverser des continents tout en restant difficile à détecter. Ces missions débutent souvent à la base aérienne de Whitman dans le Missouri et durent des dizaines d'heures avec ravitaillement en vol. Au début, les B-52 visaient les cibles les plus profondes et protégées, comme Fordo et Nathan, employant d'énormes bombes anti-bunker pour détruire les installations souterraines. Désormais, l'objectif a légèrement évolué. Ils emploient la GBU 72 pour viser des sites de missiles côtiers et des zones de lancement renforcées. Des cibles difficiles mais pas les plus profondes, parce que le B2 reste caché. Il peut frapper en premier, neutraliser les défenses clés et ouvrir la voie à tout ce qui suit. Quand ces défenses faiblissent, tout s'accélère. C'est à ce moment-là que les B-1B lancés entrent en jeu. Ces avions sont rapides, et lorsque leurs ailes se replient vers l'arrière, ils peuvent atteindre une vitesse supersonique. Beaucoup sont désormais basés à la RAF Fairford au Royaume-Uni, ce qui réduit la distance jusqu'à l'Iran, et leur permet d'effectuer davantage de missions en moins de temps. C'est important, car cette phase dépend entièrement de l'élan. Chaque B1 transporte jusqu'à 34 000 kg d'armes, des bombes anti-bunker aux bombes de précision et missiles de croisière. Après que les B2 ont percé les objectifs les plus difficiles, les B1 avancent et frappent le reste. Les centres de commandement, sites d'assemblage de missiles et batteries côtières restantes, parfois
Ils transportaient même la GBU-72 sur supports externes, démontrant la grande flexibilité du système. Leur rapidité et leur charge lourde leur permettent de frapper plusieurs cibles à la fois, rendant difficile pour l'Iran de déplacer du matériel ou de se rétablir. Ensuite, vous avez le B-52 Stratofortress, qui apporte une autre forme de puissance. Conçu à l'époque de la guerre froide, cet avion offre toujours une puissance de feu considérable. Beaucoup sont aussi basés à la Rutherford, prêts à partir à très court préavis. Un B-52 peut rester en l'air pendant des heures, tournoyer, et frapper encore et encore, ou lancer des missiles de croisière à distance de sécurité. Dans cette campagne, ils ont ciblé le réseau, les aérodromes, dépôts de carburant, batteries de missiles et sites de soutien essentiels au fonctionnement. Le fait que le B-52 ne soit pas furtif en dit long sur l'affaiblissement des défenses aériennes iraniennes, permettant à de gros bombardiers d'opérer avec moins de risques. Pris dans son ensemble, cela fonctionne comme un relais. Les B-2 éliminent d'abord discrètement les cibles difficiles. Les B-1 arrivent ensuite, étendant les destructions, et maintenant la pression par leur vitesse et puissance de feu. Les B-52 restent engagés, anéantissant tout ce qui reste, et s'assurant que rien ne soit remis en service. Ce cycle continue de se répéter, et avec le temps, cela s'accumule avec le temps. Des milliers de cibles ont été détruites, des centres de commandement près de Téhéran, aux bases navales du Golfe et aux sites souterrains de missiles qui soutenaient les attaques contre les navires. Et, si tu es toujours avec moi après tout ce chaos de destruction de bunkers, appuie sur le bouton « J'aime ». C'est la seule chose qui explose aujourd'hui sans faire grimper le prix de tes courses. Et si tu veux la prochaine mise à jour avant les marchés pétroliers, abonne-toi et active les notifications. On continue. Pour comprendre pourquoi les bombardiers ont pu opérer aussi librement, il faut prendre du recul et regarder comment tout ce conflit a commencé. La campagne principale, Opération Fureur épique, a commencé le 28 février après l'interception de signaux d'une réunion de haut niveau à Téhéran par les renseignements américains et israéliens. Le président Trump a donné l'ordre final la veille, déclenchant rapidement l'opération. En quelques heures, des dizaines d'appareils soutenus par des missiles de croisière et des armes de précision étaient en vol. L'objectif, éliminer le haut commandement en une seule fois. Lors de cette première vague, le guide suprême, l'ayatollah Ali Khamenei, a été tué, ainsi que plusieurs hauts responsables, dont l'ancien président Mahmoud Ahmadinejad, le ministre de la Défense et le chef des forces armées. Des avions israéliens ont frappé leurs cibles pendant que des missiles Tomahawk américains et des bombes guidées touchaient des sites clés à Téhéran et dans d'autres grandes villes. Parallèlement aux attaques physiques, des cyberattaques ont coupé l'accès à Internet et ont même pris le contrôle de la télévision d'État pendant une courte période. Le résultat a été une confusion à tous les niveaux, au moment même où les bombes tombaient. Rien que pendant les premières 24 heures, plus de 1000 cibles ont été touchées. Aujourd'hui, ce chiffre a presque été multiplié par 10. La destruction rapide des défenses aériennes à Téhéran et ailleurs a ouvert le ciel aux attaques suivantes. Batteries de missiles, sites radars et centres de commandement neutralisés d'emblée. Les sites nucléaires déjà endommagés l'an dernier ont été frappés à nouveau, et les usines de missiles produisant de nouvelles roquettes ont été gravement touchées. L'Iran a réagi rapidement. En quelques heures, il a lancé l'opération True Promise 4, tirant plus de 1200 missiles balistiques et envoyant environ 2000 drones vers Israël et les bases américaines dans toute la région, y compris à Bahreïn, au Koweït, au Qatar, aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. Le Hezbollah a tiré des roquettes depuis le Liban. Quelques-unes ont causé des dégâts et des victimes, mais la plupart ont été interceptées par des systèmes de défense à plusieurs couches mis en place au fil du temps. Néanmoins, l'ampleur de la riposte a montré la rapidité de la dégradation de la situation. Cela a aussi révélé que l'Iran a utilisé une grande partie de ses missiles en une nuit. Après ce choc, la campagne s'est organisée en phases distinctes. La première semaine a ciblé les dirigeants et les défenses aériennes pour éliminer les décideurs et neutraliser les systèmes menaçant les avions. Les systèmes de missiles solaires, y compris ceux acquis auprès de la Russie, ont été localisés et détruits un par un. Ainsi, les missions suivantes ont pu envoyer des avions non furtifs plus profondément en Iran, avec moins de risques. Les forces navales iraniennes ont également subi des pertes dès le début, notamment le naufrage d'une frégate, ce qui a encore affaibli leur capacité de riposte. Dès la deuxième semaine, l'attention s'est déplacée. L'attention s'est portée sur les stocks de missiles et les infrastructures énergétiques. Les sites produisant de nouveaux missiles balistiques ont été visés, freinant la capacité de l'Iran à les remplacer. Les installations nucléaires restantes, comme celle d'Ispahan, ont de nouveau été frappées pour s'assurer que rien ne puisse être redémarré rapidement. En même temps, l'Iran a tenté de faire monter les enchères en cherchant à fermer le détroit d'Ormuz. Des mines déployées, des navires attaqués et des signaux GPS brouillés ont perturbé la navigation, mais ces actions avaient un inconvénient. Elles ont indiqué les points les plus solides des défenses côtières iraniennes, facilitant leur ciblage.
Vers la mi-mars, à la 3e semaine, la campagne s'est encore resserrée. L'attention s'est tournée vers les menaces côtières perturbant le transport maritime mondial. Cela a mené aux frappes avec des bombes anti-bunker le 17 mars. À ce stade, chaque phase de la campagne avait affaibli l'Iran différemment. Les tirs de missiles l'avaient chuté, les usines ayant été endommagées, et les sites de stockage détruits. Le commandement et le contrôle s'étaient effondrés à mesure que les dirigeants étaient éliminés et les centres de communication frappés. L'impact économique a commencé à se faire sentir en même temps. Les exportations de pétrole des principaux terminaux iraniens ont fortement chuté, privant le gouvernement d'une source clé de revenus, avec des répercussions au-delà de l'Iran. Les marchés ont réagi, les routes des pétroliers ont changé et les prix ont grimpé. La pression a augmenté après que des frappes israéliennes ont visé des infrastructures gazières majeures, dont South Par, le grand champ partagé avec le Qatar, fournissant beaucoup de gaz naturel mondial. Cette action a encore accru les enjeux, menant la campagne à ce point. Chaque phase s'appuyait sur la précédente, épuisant les défenses, réduisant les capacités et exposant des cibles clés. Lorsque les bombardiers ont frappé les sites de missiles côtiers, le terrain était déjà prêt. Ce qui paraissait une escalade soudaine résultait en fait d'une séquence planifiée, transformant l'élan initial en pression continue et modifiant le champ de bataille. Les pertes illustrent l'intensité du conflit. L'Iran déplore des milliers de morts militaires et bien plus de blessés. Mais il ne s'agit pas seulement de victimes humaines. Les usines qui produisaient autrefois des équipements de remplacement ont été touchées ou complètement détruites. Donc tout ce qui est perdu sur le champ de bataille ne reviendra pas de sitôt. Les États-Unis ont perdu jusqu'à présent 13 membres du personnel militaire, y compris l'équipage d'un avion ravitailleur, KC-135, et du personnel dans les bases touchées, lors de la riposte iranienne. Israël a également essuyé des pertes, avec des dizaines de victimes civiles et militaires à cause des salves de missiles. Même les pays voisins du Golfe ont signalé des dégâts collatéraux, causés par des explosifs qui ont dévié de leur cible. Le coût humain touche toute la région, et chacun d'une façon ou d'une autre. La guerre aérienne fut aussi intense. L'Iran dit avoir touché un F-35 américain, le forçant à atterrir en urgence sur une base américaine voisine. Washington n'a pas confirmé une destruction totale, mais cela montre à quel point le ciel est disputé, et que même les avions les plus avancés ne sont pas invulnérables. Prenons du recul, le schéma est clair. L'Iran subit des pertes humaines, matérielles et d'infrastructures plus rapidement qu'il ne peut les compenser. Les pertes américaines et alliées, bien que réelles, restent bien moindres. Chaque bunker effondré ou site souterrain détruit réduit la capacité de Téhéran à réagir et maintient la pression. Parallèlement, les opérations américaines n'ont presque pas ralenti. La campagne de bombardement combine furtivité, rapidité et endurance pour frapper des cibles enterrées, sans recourir à des assauts terrestres risqués. Chaque mission s'appuie sur la précédente, retirant couche après couche les défenses que l'Iran a mis des années à installer. Mais la puissance aérienne n'est qu'une partie du tableau. Les Hadis Warthog et hélicoptères Apache patrouillent le détroit, détruisant drones, vedettes rapides et mines inaccessibles aux gros bombardiers. En volant bas au-dessus de l'eau, ils donnent aux navires une visibilité et une puissance de feu accrue, là où c'est essentiel. Les troupes au sol ne sont pas envisagées pour l'instant, même si l'option existe si Téhéran tente une dernière offensive. Cette campagne ne se limite pas à larguer des bombes. C'est un effort coordonné à plusieurs niveaux qui contrôle tous les aspects du combat. Les avions furtifs frappent d'abord les cibles les plus difficiles. Des bombardiers rapides élargissent les brèches, puis les moyens longues portées achèvent le reste. Chaque sortie transmet le même message. Les États-Unis contrôlent la situation. L'Iran perd ses avantages et l'équilibre change sous pression. L'Iran a-t-il accepté ces attaques sans réagir? Absolument pas. En Iran, la réaction à ces nouvelles frappes anti-bunker a été bruyante et furieuse. La télévision d'État et les gardiens de la Révolution ont minimisé les dégâts, affirmant que les sites souterrains étaient presque vides ou que les défenses aériennes avaient limité l'impact. L'Iran a aussi menacé de causer plus de perturbations, notamment en ciblant des installations énergétiques dans des pays voisins comme Ras Laffan au Qatar. Les dirigeants du Pentagone évoquent sans hésiter les progrès réalisés. Le secrétaire à la défense Pete Hegseth et le général Dan Kane disent que la campagne l'emporte nettement, avec les plus grandes vagues de frappes sont encore à venir. Les attaques balistiques et de drones venant d'Iran ont chuté de 90% parce que les usines et les sites de lancement ont été détruits. Ce rythme soutenu maintient la pression et montre au monde que les États-Unis gardent l'avantage. Le guide suprême, Mujtaba Khamenei, a adopté une position plus ferme dans sa première déclaration depuis son arrivée. Il a juré une vengeance éternelle pour le sang des victimes, promis de bloquer le détroit d'Ormuz le plus longtemps possible, et averti que toutes les bases américaines régionales seraient attaquées si elles restaient ouvertes. Le message de Téhéran décrit la guerre comme une agression américaine et israélienne contre le peuple iranien. Il considère les largages de bombes anti-bunker comme faisant partie d'un plan plus vaste, visant à détruire la capacité de l'Iran à se défendre.
Le corps des gardiens de la révolution islamique a évoqué l'usage de ces forces restantes pour des réponses asymétriques. Cela comprend plus d'essaims de drones, le minage des voies maritimes ou l'activation de groupes par procuration pour attaquer des cibles américaines et alliées dans d'autres pays. Les difficultés économiques sont bien réelles pour les Iraniens ordinaires. L'arrêt des ventes de pétrole et la hausse des prix des produits de base alimentent une frustration sourde derrière la défiance affichée. En Iran, le chaos est bien plus profond que ce que montre la télévision d'État. Les habitants le constatent au quotidien. Les coupures de courant durent plus longtemps. Le pain coûte plus cher que le mois dernier. Et les hôpitaux manquent de médicaments tandis que les célébrations de l'Aïd semblent ternes sous les couvre-feux. Les jeunes, autrefois silencieux, murmurent désormais sur les dirigeants responsables du chaos. Conservateurs et CGRI réclament plus d'attaques. Les familles souhaitent juste la fin des bombardements pour nourrir leurs enfants. Le régime, jadis tout-puissant par la peur, peine à contrôler ses rues. Cette fissure interne est le genre de pression qui peut faire tomber un gouvernement plus vite que n'importe quelle bombe anti-bunker. Les conservateurs se rassemblent autour du drapeau, mais beaucoup de gens ordinaires veulent simplement que les bombardements cessent. Alors que la campagne continue, la question principale est « Que va-t-il se passer ?» Les États-Unis pourraient accentuer la pression sur les infrastructures pétrolières et gazières iraniennes si le détroit ne rouvre pas vite. Des signes venus de Washington suggèrent que ces cibles pourraient être visées si le transport maritime reste bloqué. L'Iran possède encore des missiles et drones, et pourrait lancer une nouvelle vague majeure d'attaques contre des bases américaines ou des villes israéliennes, pour montrer qu'il n'a pas dit son dernier mot. Leurs alliés en Irak, au Yémen et au Liban, pourraient aussi tenter d'agir davantage, bien que beaucoup aient également été affaiblis. Une autre voie pourrait être des discussions diplomatiques discrètes par l'intermédiaire de pays tiers pour trouver une sorte de pause dans les combats. Les deux camps ont subi des pertes, et à un certain moment, le coup pourrait les pousser vers des négociations. À long terme, cette guerre a prouvé l'efficacité des bombes anti-bunkers modernes et des opérations coordonnées de bombardiers contre des cibles profondément enfouies. Le programme de missiles de l'Iran et toute autre activité nucléaire clandestine ont été durement touchés et mettront des années à se reconstituer. L'équilibre des pouvoirs dans la région est en train de changer, et l'influence de l'Iran sera probablement bien moindre une fois que la poussière sera retombée. En même temps, le conflit a rappelé à tout le monde à quel point des points d'étranglement maritimes étroits, comme le détroit d'Ormuz, sont réellement dangereux pour le monde entier. Le schéma initié par les frappes contre les dirigeants fin février se poursuit avec les opérations actuelles le long de la côte, avançant prudemment à chaque étape. Les bombes anti-bunker de 2270 kg n'étaient qu'une étape d'un plan plus large. Les prochains jours et semaines diront si le conflit s'apaise ou s'étend. Pour l'instant, les bombardiers volent toujours. Les prix restent élevés, et le monde retient son souffle pour voir comment tout cela va se terminer. Si vous voulez rester informé de ce qui va se passer ensuite, cliquez sur « J'aime » si cela vous a captivé. Abonnez-vous pour ne jamais manquer une mise à jour. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Restez vigilants.